donc déjà rendu au deuxième vidéo pour le cours sur le discours. Vous avez probablement, en tout cas vous êtes mieux d'écouter le premier avant celui-ci qui s'intitule Histoire du présent. Et celui-ci, on va se contenter de... On ne repasse pas tout ça en révision, là, donc c'est pour ça que c'est important de voir le premier. Aujourd'hui, on se concentre sur l'histoire du présent que Foucault fait au sujet de l'asile et de l'institution carcérale ou la prison. Une histoire du présent, c'est un peu différent d'une histoire en tant que telle. Si vous lisez un livre d'histoire sur le système carcéral, la prison, ça sera pas la même chose que ce que vous lisez dans le livre de Foucault sur la prison. La différence, c'est que l'historien, lui, s'intéresse aux détails complets de ce qui se passait. Alors que Foucault, lui, il s'intéresse seulement aux morceaux d'histoire qui ont une résonance de nos jours. Okay? C'est le présent qui détermine ce qui est intéressant, ce qui est important d'aller chercher dans l'histoire. Donc, c'est pour ça que Foucault appelle ça une histoire du présent ou une généalogie du présent. Pourquoi est-ce qu'on a la conception de la maladie mentale ou de la prison ou du criminel qu'on a aujourd'hui? Ben, la raison, elle se trouve dans une série de transformations historiques. On n'a pas besoin de retourner avant Jésus-Christ, là. C'est sûr qu'il y a toujours eu des conceptions au sujet de la prison, des criminels, etc. Mais celles qui va nous influencer le plus sont quand même relativement plus rapprochées dans le temps. Le premier exemple que je vous donne, c'est l'histoire de la maladie mentale, ou la généalogie du discours sur la maladie mentale. Et il y a un fameux texte de Foucault là-dessus, qui est passablement intéressant, là, pour ceux qui s'intéressent à l'historique de la psychologie et de la psychiatrie. Donc, ça, je vous le recommande fortement, sur l'histoire de la folie. Et là-dedans, Foucault fait un peu justement cette généalogie-là du discours et il dit, par exemple, dans la Renaissance, on avait une conception de la folie qui est passablement différente de la nôtre. Et elle était surtout fondée sur cette idée-là de... il y avait deux sortes, hein. Il y avait la possession, ça c'est pas nouveau. Dans les cas de posséder, c'est des personnes qui étaient dangereuses pour elles-mêmes ou dangereuses pour les autres, et qu'il fallait exorciser au début. Bon, ça c'était au début de la Renaissance, et vers la fin, on a commencé à être un peu plus scientifique. On a commencé à se dire, il y a peut-être des procédés mécaniques qui pourraient venir enrayer la possession de cette personne-là. Vous avez dans le PowerPoint, pas une photo parce que c'était pas dans ce temps-là, mais une illustration d'une trépanation. Une trépanation, c'est quoi? C'est on utilise une espèce de vis sans fin pour faire un trou dans le crâne de la personne. Vous avez aussi vous avez un crâne, ça c'est une photo, un crâne de cette époque-là d'une personne qui a subi la trépanation. Ça dit pas si ça réussissait, il y a des chances que probablement que non. Mais enfin, la trépanation était ensuite un espèce de traitement qu'on a trouvé pour faire sortir la possession, pour se débarrasser de cette possession-là. Durant les Lumières, le fou ou le malade mental est plutôt compris comme quelqu'un qui a un défaut dans sa nature humaine profonde. Et je pense qu'on a déjà parlé un peu de ça quand on a parlé de l'époque des Lumières, où où on a commencé à comprendre l'être humain comme fondamentalement différent de l'animal par sa raison. Jusqu'à cette époque-là, on avait pensé que l'être humain était fondamentalement différent de l'animal parce que Dieu l'avait dit, tout simplement. Dieu a créé l'être humain différemment et a donné une mission différente à partir de sa création. Et il y a toute une histoire de l'être humain, une histoire religieuse de l'être humain qui montre très bien à quel point l'être humain est différent de l'animal. Donc, cette question-là se posait pas dans un contexte religieux. Mais à partir de la découverte des sciences et, disons, l'envolée des sciences de l'époque des Lumières, on commence à s'apercevoir que, premièrement, les textes religieux, c'est des textes religieux, non pas des textes scientifiques. Et deuxièmement, si on regarde de plus proche au microscope, si on prend des scalpels, on ouvre des animaux, on ouvre des êtres humains, on s'aperçoit que c'est quand même pas mal pareil. Ça se ressemble passablement. Les organes, par exemple, internes d'un être humain sont pratiquement impossibles à différencier des organes internes d'un cochon. Si vous mettez les deux sur deux tables et vous demandez à quelqu'un de faire la différence entre les deux, ça va être pratiquement impossible. Qu'est-ce qui reste qui nous différencie du cochon? À part l'apparence extérieure, évidemment. C'est quelque chose comme la raison. Le cochon n'est pas doté de raison, il n'est pas rationnel. Et donc, on commence à voir la personne qui a une maladie mentale comme quelqu'un qui a un défaut dans cette rationalité-là, quelqu'un qui est comme un peu
un humain qui comporte un défaut de fabrication, et on va commencer à prendre des mesures pour réparer ce défaut-là. Et à défaut, c'est-à-dire si on n'est pas capable de le réparer, quelque chose comme un enfermement, possiblement à perpétuité, parce que cette personne-là est pas corrigible, et on peut pas la laisser se promener dans la société avec les autres êtres humains alors qu'elle n'est pas vraiment tout à fait comme les autres. Le grand enfermement va commencer à enfermer toutes sortes de personnes qui vont être perçues comme ayant des défauts. Les oisifs, donc les personnes qui sont pas capables de travailler, qui ça leur tente pas qu'ils sont pas capables physiquement, mais qui sont juste incapables de se présenter à l'heure et de donner une performance, une prestation de travail comme tout le monde. Les oisifs, on va les enfermer aussi parce que c'est des gens qui sont nuisibles dans la société. Les prostituées, si on les arrête, on les met en prison également. Les malades, les criminels, on va les mettre en prison. Les idiots moraux, c'est quoi un idiot moral? C'est quelqu'un qui est incorrigiblement immoral. Donc quelqu'un, c'est pas un criminel, il commet pas des crimes, mais il est constamment en train d'adopter des conduites qui sont vues par son entourage comme étant immorales. C'est un idiot moral. C'est pas un idiot, il est capable de réfléchir à ses actes, mais il comprend pas le bien et le mal, et donc il comprend pas la moralité. Il faut absolument faire quelque chose à son sujet. Les filles mères sont des filles mères en partie parce que certaines d'entre elles sont des idiotes morales. Elles n'ont pas été capables d'adopter une conduite morale qui impose que les activités sexuelles attendent le mariage. Et donc, cette personne-là a démontré par le fait biologique qu'elle a donné naissance à un enfant, a démontré son incapacité morale, et donc fait partie des idiots moraux, etc., etc. Les fous sont une catégorie là-dedans, une catégorie d'humains qui a un défaut de fabrication, si on veut, et on va commencer à les isoler du reste de la société et dire, ben là, ces personnes-là, si on les laisse évoluer dans le social avec les autres, ben ils vont juste nuire. Ils vont nuire à la bonne conduite des affaires commerciales, industrielles, etc., etc. Il y en a qui vont donner un mauvais exemple. Les idiots moraux vont donner peut-être un mauvais exemple aux personnes bien pensantes, etc. Donc, il faut absolument isoler ces personnes-là. Un peu plus tard, à ce qu'on appelle l'époque moderne encore, mais au moment où on va commencer à développer beaucoup plus les sciences, donc vers la toute fin des Lumières et l'époque dite moderne là, qui va suivre à partir de 1850, on va commencer à se dire, oui, mais la science qui découvre des planètes, par exemple, qui commence à réfléchir sur... Newton a compris comment les planètes orbitaient les unes autour des autres, c'est-à-dire autour du Soleil. Pas trop bon en astronomie, le gars. Et Newton a non seulement ça, mais il a établi des lois du mouvement, des lois mathématiques du mouvement. On est capable de prédire où seront les astres dans plusieurs années à l'avance. Donc, ces sciences-là sont en train de produire des résultats incroyables, des choses qu'on n'avait pas vraiment avant. Et des technologies qui sont en train d'être élaborées aussi, surtout des technologies de production industrielle, mais toutes sortes d'autres technologies. Éventuellement, il y aura la voiture, etc. Il y a des trains. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de ce genre-là pour la psychiatrie, la psychologie? Est-ce qu'on peut pas développer une technique ou une technologie de psychiatrie qui va réparer les fous, les idiots moraux et tout le beau paquet de personnes qu'on a enfermées jusqu'ici, parce que l'enfermement c'est bien beau, c'est le fun, ça sert une bonne fonction, ça isole ces personnes-là de la société en général, mais ça ne fait pas d'eux des citoyens productifs à l'intérieur du système. Ce qu'il faudrait, c'est de les corriger, pas seulement les enfermer, mais pendant qu'on les a sous la main, enfermés, ben il faudrait pouvoir les réformer. Donc pour les fous, ça va être de les guérir de leur folie. Les criminels vont commencer au début à être conçus comme étant des personnes qui ont un défaut mental également, donc une pathologie mentale, et donc ces criminels-là aussi devraient pouvoir être réformés. Il reste un peu de religieux, évidemment, à cette époque-là. Hein. Il est très possible que, dans certains programmes, la réforme du criminel, entre autres, va passer par l'étude de la Bible.
réfléchir avec la Bible tout seul dans ta cellule pendant 5 ans, peut-être que ça va te réformer, ça va t'apprendre à mieux agir dans le futur. Donc, il reste encore ce contenu-là religieux, mais on commence de plus en plus à concevoir l'enfermement des gens comme étant une opportunité d'agir sur eux pour les changer. Les images que je vous ai mis là sont intéressantes. Là, vous avez quelqu'un, par exemple, qui est mis en contention dans une espèce de boîte, une cage très très petite. Ça, c'est des personnes qui ont la difficulté à se contrôler physiquement. Les personnes hyperactives, par exemple, on va les immobiliser de force dans une espèce de petite cage comme ça. Vous avez l'autre à côté qui est pas, ça c'est vraiment drôle. Là. Bon, je vais faire un petit background là-dessus. Ça se développe, ces choses-là, en même temps que toutes sortes d'autres sciences qui vont s'écrouler. Hein? À cette époque-là, il y a toutes sortes de sciences qui commencent. Il y en a qui vont continuer, qui vont se trouver des théories qui sont valables, qui vont faire des découvertes, qui vont expliquer des choses dans la nature, puis il y en a d'autres qui vont commencer avec toutes sortes de belles intentions. Par exemple, il y en a plusieurs à ce moment-là qui vont penser à être capables de créer des nouvelles technologies, des machines à mouvement perpétuel. Une machine à mouvement perpétuel, c'est une machine qui marche toute seule, sans qu'on ait besoin d'ajouter une force, que ce soit une force de vapeur, un cheval, une personne qui pédale ou l'électricité. La machine marche toute seule. Et bon, si vous regardez sur Internet, là, il y en a encore des gens qui pensent que ça existe, là, mais ça n'a jamais existé, machine à mouvement perpétuel. Un autre genre d'invention qu'on va avoir, c'est l'homéopathie. L'homéopathie, mais comme si vous allez dans une pharmacie aujourd'hui, vous allez voir la petite section homéopathique, donc c'est pas disparu du tout, sauf que ça a complètement disparu du radar scientifique. C'est pas de la science, l'homéopathie, c'est quelque chose d'autre. C'est bon, enfin, on va pas se pencher là-dessus. Là. L'idée, c'est que à la base de l'homéopathie, il y a cette idée-là de correspondance, et on va vous soigner en vous donnant un médicament qui est pas vraiment un médicament, mais c'est une espèce d'élément qui cause les mêmes symptômes que ce que vous avez présentement. Et cette correspondance-là va annuler les symptômes. Je vais vous donner un exemple. Si vous êtes affecté par un larmoiement excessif, vous avez les yeux qui coulent trop. Ben, ça existe, là, je me souviens plus comment ça s'appelle, cette maladie-là. C'est pas une maladie très grave, mais enfin, vous êtes tout le temps en train de pleurer, essentiellement. Ben, ça, on peut régler ça en vous donnant un extrait de pleurs d'oignon. Parce que si vous aviez pas cette maladie-là, l'extrait de pleurs d'oignon vous ferait pleurer. Vous comprenez? Ça, c'est la loi des correspondances. Et c'est cette loi-là qui est au cœur même de toute homéopathie, même aujourd'hui. C'est une loi qui est complètement ridicule, évidemment, mais c'est quand même ça qui perdure même jusqu'à aujourd'hui. Et vous voyez ici dans la photo, quelqu'un qui est en train, qui est assis dans une espèce de chaise rotative qu'on fait tourner, et qui est censé redonner son équilibre à cette personne-là. Donc, pour une personne normale, qui n'a pas de défaut mental, mais s'asseoir dans cette chaise-là, puis vous faire tourner pendant 4-5 minutes, vous serez plus capable de marcher pendant plusieurs heures, probablement. Vous êtes complètement désorienté, vous allez être tout croche, votre sens d'équilibre va être complètement démoli. Mais pour quelqu'un qui a déjà ce défaut-là, ou quelqu'un qui est, bon, par exemple, quelqu'un qui a une mauvaise, qui a un schizophrène, par exemple, qui vit dans un monde alternatif, qui est comme débalancé par rapport au monde, normal, entre guillemets, ben, on va l'asseoir dans cette chaise-là, on va le faire tourner, et avec le principe de correspondance, comme ce qui est au cœur de l'homéopathie, on va pouvoir le réparer de cette façon-là. Comme vous pouvez vous en douter, mais ça fonctionne absolument pas, évidemment. Et c'est l'époque moderne scientifique qui continue jusque dans les années 50, 60, l'époque où on va tenter de réformer et de guérir le fou. C'est ce qu'on fait encore aujourd'hui. On n'utilise pas le mot fou, mais c'est le mot qui a été le plus utilisé dans l'histoire, donc on peut aussi bien de continuer. La personne qui a une maladie mentale, une pathologie mentale, appelez ça comme vous voulez, cette personne-là se trouve quand même aujourd'hui, bon, les technologies ont changé un peu, heureusement, mais on se trouve quand même dans un mode de pensée où on veut développer des technologies qui vont réparer ces gens-là. À notre époque, aujourd'hui, ben ça passe beaucoup moins par des technologies physiques, et ça passe beaucoup moins par l'enfermement. Mais c'est pas parce qu'on a changé d'idée sur l'enfermement. Hein. La raison pour laquelle on enferme moins de personnes qui ont des défauts mentaux aujourd'hui, c'est une question purement financière. C'est que ça coûte beaucoup trop cher. Et donc, on va
désinstitutionnaliser des personnes qui, il y a 50 ans, seraient restées en asile psychiatrique très, très, très longtemps, peut-être pour le restant de leur jour. Mais aujourd'hui, on juge qu'ils sont pas très dangereux, donc on les relâche. Ils sont pas guéris. On les relâche parce qu'on les juge pas dangereux. On ne peut pas s'offrir la facture qui va avec l'enfermement perpétuel à ces personnes-là. Ce qu'on fait plutôt aujourd'hui, c'est des techniques de médicalisation, c'est-à-dire qu'on passe par des médicaments, on développe des nouvelles molécules et on les applique à des défauts de comportement qu'on identifie autour de nous. L'exemple du Ritalin est absolument criant, évidemment, vous pouvez vous l'imaginer. Le trouble de comportement typique dans une classe, ça c'est dû à toutes sortes d'autres choses, évidemment. C'est dû à la grosseur des classes, c'est dû à ce qu'on demande au professeur de faire comparé à ce qu'on lui demandait il y a 50 ans. Mais aujourd'hui, il y a un très grand risque, en fin de compte, qu'un élève qui, à l'époque, aurait été jugé comme élève turbulent et qu'on aurait peut-être menacé d'enfermement, mais aujourd'hui, on va plutôt lui donner du Ritalin pour régler son problème d'hyperactivité. Donc, le Ritalin, c'est juste, je vois pas une étude complète de tout ça. Ce qui est intéressant de se souvenir là-dedans, je pense, c'est la transformation du discours, la vérité reçu au sujet de la maladie mentale. Et Foucault dit, peut-être que de notre point de vue aujourd'hui, le Ritalin, ça a l'air pas mal plus civilisé que les autres techniques, que certainement que la trépanation, j'imagine qu'on va tous s'entendre là-dessus, probablement meilleur pour la santé, le Ritalin, que de se faire un trou dans le crâne. Sauf que il n'y a pas de raison de penser que dans 50 ans, les gens vont pas dire, mais voyons, c'est quoi, qu'est-ce que vous pensez accomplir avec le Ritalin, ça fonctionne pas du tout, etc., etc. Donc, il n'y a pas de raison de penser que la vérité ou le discours qu'on tient aujourd'hui, lui, va durer pour toujours. Il y a probablement les mêmes chances que les autres d'être transformé. On peut pas vraiment isoler le discours sur la prison du discours sur le délinquant. C'est sûr que si le délinquant est quelqu'un qui est fondamentalement mauvais et fondamentalement dangereux, peut-être que la meilleure solution pour régler le problème des délinquants, c'est de tuer les délinquants. Et d'ailleurs, quand Foucault dit, durant la Renaissance, le délinquant n'était pas conçu comme une personne qui pouvait avoir la moindre utilité, réformée ou pas réformée dans la société. C'était conçu comme étant quelqu'un de mauvais. On est aussi dans une époque où il n'y a pas de police. La police n'existe pas. Et donc, on détecte et on investigue très peu de crimes. On finit par attraper très peu de criminels, des brigands souvent, qui ont fait des actes absolument incroyablement cruels pendant plusieurs années. Quand on finit par leur mettre la grappin dessus, vous pouvez vous imaginer qu'on va les faire payer pour tous les autres. Donc, le châtiment est extrême. Du côté du gouvernement, l'État, lui, le prince, appelez ça comme vous voulez, le roi, lui considère que premièrement, il considère pas tellement que, ça on en a déjà parlé, je m'attarde pas là-dessus, il considère pas tellement que le vol qui victimise votre voisin ou vos pères est particulièrement important. Il ne juge pas que ce que nous on appelle le crime aujourd'hui est d'une importance assez élevée pour que l'État s'en charge. Donc, si quelqu'un vous vole votre vache, organisez-vous. Allez la rechercher. Le souverain, lui, ça en occupe pas, ça n'intéresse pas. Si vous volez la vache du souverain, par contre, là, c'est autre chose. Si vous allez braconner sur les terres du souverain, si vous ne payez pas vos taxes, si vous menacez les représentants du souverain, et pire, si vous menacez le souverain lui-même, là, vous allez y goûter, par contre. Là, le souverain va vous faire le châtiment le plus spectaculaire, et plus ça va saigner, mieux c'est. Et vous allez avoir une espèce de... En fait, le livre de Foucault, je vous donne pas le début, mais le livre de Foucault commence par la description du châtiment d'une personne qui avait justement tenté de tuer le roi. Et je vous passe les détails là, mais c'est vraiment incroyable. Là. C'est comme un film d'horreur. Ça a aucun sens de voir ce qu'on faisait subir à ces personnes-là. Et ça sert vraiment à démontrer, selon Foucault, la puissance que le souverain détient sur ces sujets. Il est capable de réduire ces sujets en bouillie. Et là, je parle littéralement.
Okay? Donc, c'est vraiment la destruction du corps humain à sa plus simple expression. Le plus petit seront les morceaux quand on aura fini, le mieux c'est. Mais il faut couper le plus possible les morceaux pendant que la personne est encore consciente pour qu'on puisse entendre les cris également. Évidemment, si vous la tuez puis vous la coupez en morceaux après, c'est moins efficace comme spectacle. Le spectacle est beaucoup mieux si vous détruisez le corps pendant que la personne est consciente de cette destruction-là. Donc, vous allez avoir le châtiment spectacle qui est là pour démontrer la puissance du souverain sur chacun de ces sujets, pour démontrer la différence extrême qui existe entre la puissance du souverain et l'absence pratiquement complète de pouvoir de son sujet. Foucault dit ensuite, ça a duré un temps, et après ça, on a commencé on est rentré dans l'époque plus rationnelle, plus utile, il faut que le châtiment serve à quelque chose, il faut que le souverain, bon, c'est bien beau de faire un beau spectacle, là, et c'est vraiment un spectacle parce que les gens y assistent, ils assistent à cette peine-là. Mais il faudrait peut-être aussi que la personne qui a commis un crime contre le souverain remette, en fait, ou répare ses actions. Une manière dont une personne normale, un individu moyen peut réparer ses actions, c'est en travaillant. L'individu moyen, à cette époque-là, est pas doté d'un compte en banque qui lui permettrait d'écrire un chèque au roi pour X montant qui compenserait pour ce qu'il a fait. Les criminels sont des gens crassement pauvres, qui ont aucun argent, ils ont jamais presque juste des vêtements qui passent sur le dos. Donc, c'est pas de cette façon-là qu'on va pouvoir réparer la faute, faire réparer la faute. Ce qu'on va faire plutôt, c'est on va les mettre au travail, travaux forcés. On invente le travail forcé. On invente le travail forcé, premièrement, sur la galère, parce qu'on invente ça au moment où le roi est souvent en guerre, si vous vous souvenez de cette époque-là, les guerres sont quand même relativement fréquentes, et les guerres navales, les batailles navales sont de plus en plus fréquentes, surtout avec, là on parle du roi de France, parce que c'est Foucault qui nous parle de l'évolution de la prison en France. Le roi de France est souvent en guerre avec le roi d'Angleterre, et l'Angleterre a une flotte qui est historiquement renommée, même jusqu'à aujourd'hui en fait. Le hic, c'est qu'il n'y a pas de moteur sur ces bateaux-là. Le deuxième hic, c'est que même les voiles, on n'a pas conçu des voiles très très efficaces encore. On va les concevoir un peu plus tard, dans les années 1800, mais dans les années 1700, où on commence à s'apercevoir que peut-être que les criminels pourraient être plus utiles à la société, ou du moins au roi, on se retrouve avec des galères. Les vaisseaux de guerre du roi sont des galères. C'est quoi une galère? Une galère, il peut y avoir des voiles dessus, mais c'est surtout propulsé, surtout pendant une bataille où il faut aller quand même assez vite pour se positionner au bon endroit, c'est propulsé par des rames. Donc ça prend des rameurs, ça prend plusieurs douzaines de rameurs par galère, ça en prend en fait plus que ça parce qu'ils meurent comme des mouches. Vous êtes condamné à plus que 2 ans de galère, vous y mourrez. C'est quasiment sûr, là, 99,9% des gens qui sont condamnés à travailler dans les galères, donc à ramer, vont mourir en dedans de 2 ans. Donc, c'est pas une peine nécessairement plus douce que ce qu'on faisait subir. C'est moins spectaculaire, c'est sûr, parce que ça se passe dans une galère, dans quelque part dans l'océan. Personne ne peut assister à ce châtiment-là. Plus tard, on va inventer les fameuses voiles dont je vous parlais tantôt, les voiles carrées qui sont beaucoup plus efficaces et qui permettent aux bateaux d'aller plus vite que ce que les meilleurs rameurs peuvent produire, même quand il y a très peu de vent. Et donc, l'utilité du rameur, en fin de compte, qui est juste un paquet de bouches à nourrir, malgré qu'on ne les nourrit pas tant que ça, mais enfin, un paquet de bouches à nourrir de plus sur un bateau devient beaucoup moindre. Ce qu'on aimerait plus avoir sur le bateau, c'est davantage de soldats, moins de rameurs. Et donc, on va mettre fin à ces condamnations-là pour des peines de galère. Et ce qu'on va faire plutôt, parce qu'on est en train de coloniser le monde entier, l'Angleterre est en train de coloniser le monde, elle colonise le Canada, entre autres. La France colonise un peu partout, en Amérique centrale, en Afrique et en Indonésie. On va prendre les bagnards, on va prendre les personnes qui auraient été condamnées à mort et on va les envoyer au bagne. Un bagne, c'est essentiellement une prison dans les colonies qui sert à faire le défrichement de ces colonies-là. Et donc, les personnes vont être forcées de travailler dans la jungle, essentiellement, à couper des arbres, enlever des roches,
drainer la jungle, etc., pour que on puisse procéder à des cultures agricoles sur ces endroits-là. Donc, on va défricher, il n'y a pas de bulldozer, mais on a des hommes avec des pelles, et c'est eux qui vont défricher ces endroits-là. Comme vous pouvez vous imaginer, les conditions de vie, et en plus du travail qui doit être réalisé, sont telles que une condamnation à quelques années de bagne est également une condamnation à mort. Pas grand monde qui survit aux maladies, à la difficulté, au coût physique que ce travail-là va faire. Foucault, il dit, c'est logique, dans le fond, qu'on soit passé d'un spectacle à quelque chose d'utile, parce que, justement, on est dans une époque où on veut gouverner à travers les idéaux d'efficacité, et donc, d'avoir une immense population carcérale qui sert à rien, il est juste assis à rien foutre dans une prison, à attendre la mort, c'est très peu rationnel à ce niveau-là, parce que ça produit pas de bons résultats. Et donc, on va commencer à concevoir le châtiment comme étant quelque chose qui doit donner un résultat. Le châtiment corporel va disparaître assez rapidement, surtout les châtiments de torture publique, etc. Ces choses-là vont disparaître. Le fouet, les coups de fouet, tout ça vont continuer d'exister. On donnait des coups de fouet aux condamnés à la prison au Canada jusqu'à dans les années 50, 1950. C'est pas si longtemps que ça, là. En 1950, vous pouviez, si vous commettiez des fautes disciplinaires en prison, il y avait des chances que vous soyez condamné à des coups de fouet. Hein? Ça fait médiéval pas mal, mais ça existait dans les prisons du Québec jusque dans les années 50. Donc, c'est pas quelque chose là qui est propre aux Lumières, mais le châtiment spectacle corporel où on arrache des bras, etc., ça disparaît assez rapidement. La peine de mort, elle disparaîtra pas avant très, très, très longtemps, mais elle va être réservée à très, très peu de gens, finalement, parce que c'est une peine qui est quand même peu efficace. Ça sert à rien. Ça donne rien, la peine de mort. Hein? Donc, on va la réserver à certaines personnes seulement. Et elle va disparaître. Ça sera plus un spectacle. On va condamner à mort, on va guillotiner, on va pendre, etc. Mais on le fera plus devant le public assemblé pour l'occasion en train de voir le spectacle. On va le faire dans la prison. Les châtiments, si vous regardez aux États-Unis maintenant, les personnes qui sont condamnées à l'électrocution ou aux injections létales, on n'en fait pas un spectacle. On fait ça dans un local, dans la prison. Il y a des témoins qui sont là, donc il y a des gens qui regardent quand même, mais c'est pas télévisé, en tout cas pas encore. Et on n'en fait pas. Il faut qu'on se demande pourquoi on n'a fait pas un spectacle finalement, parce que c'est supposé être dissuasif cette peine-là. Hein? On s'entend que la peine de mort, malgré que, dans les faits, c'est pas le cas, la peine de mort est supposée de décourager les personnes de commettre ces mêmes crimes-là. Parce qu'ils vont se dire, oups, je suis passible de la peine de mort si je commets ce crime. Donc, je ne le commettrai pas. Sauf que ça fonctionne pas en réalité, mais c'est quand même la logique. Mais si c'est la logique, pourquoi est-ce qu'on ne montre pas à tout le monde c'est quoi une peine de mort? On devrait le mettre à la télévision. On devrait mettre le spectacle de la semaine, 1 heure, où on voit le condamné en train d'être préparé, etc. Puis on voit sa mort. Comme ça, ce serait beaucoup plus dissuasif. C'est quoi la logique? La logique devient, ici, selon Foucault, on peut se tromper encore, mais selon Foucault, la logique de tout ça, c'est que, finalement, la peine de mort, c'est une espèce d'aveu que l'État est incapable de régler, d'une part, le problème de criminalité, mais aussi incapable de vraiment réformer ces gens-là et de faire quelque chose avec. Parce que l'État est supposé d'être efficace, est supposé de produire des résultats. Si vous vous êtes rendu à condamner quelqu'un à mort, c'est parce que vous levez les bras. Vous dites, moi, je suis plus capable de faire ce que je suis supposé faire. Donc, la réforme ne fonctionne plus. La seule chose que je peux faire, c'est tuer cette personne-là. Et donc, c'est pour ça que Foucault dit, le spectacle va perdre beaucoup de son attrait pour l'État, parce que finalement, ça devient de plus en plus non pas un spectacle, non pas une démonstration de pouvoir comme c'était considéré à l'époque, mais plutôt comme une démonstration d'impuissance. On est impuissant, on n'est pas capable de contrôler le crime, on n'est pas capable de contrôler ce criminel-là en particulier, donc on le tue. Donc, le spectacle va disparaître, pouf, d'un coup. Et Foucault se pose la question, en fait, c'est ça qui est un peu disons, la charnière centrale du texte que vous avez à lire. Il dit tout d'un coup, pouf, tout le spectacle, tous les parties de spectacle, parce qu'il reste tous des petits bouts de spectacle, là. Vous vous souvenez de, quand vous allez lire ça, vous allez voir la fameuse marche. Bon, peut-être que dans les galères, vous êtes dans l'océan et personne ne peut vous voir, mais on vous faisait marcher
de l'endroit où vous étiez condamné, mettons à Paris, jusqu'à l'endroit où vous allez vous embarquer dans la galère du roi pour faire vos 5 ans de ramage. On vous faisait marcher de Paris jusqu'à Marseille, le port militaire du roi où votre galère est à Marseille. Vous marchez à travers l'ensemble de la France, du nord au sud, vous marchez dans chacun des villages. Vous faites c'était ça le spectacle qui remplaçait le spectacle du châtiment corporel. Pour les bagnards et pour les personnes qui étaient condamnées à la galère. Et tout d'un coup, pouf, tous les spectacles disparaissent. Et on va punir les gens en douce, essentiellement. On va punir les gens dans des conditions secrètes. Pas secrète au sens où il est impossible de savoir ce qui se passe, mais au sens où ça se passe derrière des murs et que les gens ne peuvent pas savoir ce qui se passe au juste dans la prison. La prison va servir à réformer ces criminels-là, à en faire des membres productifs de la société, les membres qui vont pouvoir aller se trouver une job et participer à l'accumulation nationale de la richesse, au produit intérieur brut, si vous voulez. Ces personnes-là n'ajoutent rien au produit intérieur brut quand ils sont assis dans une prison. Mais si on les sort, on va inventer la libération conditionnelle d'ailleurs à ce moment-là, parce que si le juge vous donne 10 ans, mais qu'après 2 ans, vous êtes déjà réformé et prêt à aller travailler, ben pourquoi attendre un autre 8 ans avant que vous soyez productif dans le produit intérieur brut? Hein? Vous comprenez la logique? Donc, il faut vous sortir après 2 ans. Le juge a dit 10 ans, là, mais ça veut dire, mais 10 ans, c'est bien beau, là, mais c'est pas le juge qui paye pour vous garder là 10 ans, hein, c'est l'État. Et l'État dit, après 2 ans, t'es bon pour aller travailler, payer des taxes et être productif et augmenter les richesses nationales. Et donc, poup, dehors. C'est ça la logique principale de la libération conditionnelle à cette époque-là. Et ça reste encore un peu ça, hein, mais bon, c'est autre chose un peu aussi, mais ça reste quand même un petit peu ça. Et finalement, Foucault dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va inventer quelque chose comme la prison. On avait les galères, on avait les châtiments corporels, on avait les bagnes, mais les bagnes, c'est pas tout à fait des prisons, hein, c'est comme une espèce de colonie, des camps de vacances extrêmes, si on veut. On invente la prison. Foucault ne dit pas que quelque part, en 1820, quelqu'un s'est dit, hey, on pourrait les garder dans des cages, ces gars-là, au lieu de... Mais non, c'est clair que garder quelqu'un dans une cage, là, ça existe probablement depuis la préhistoire. On fait une cage en bambou, puis tu le foutes là-dedans. À quoi ça servait la prison jusqu'en 1820? Ben, ça servait surtout à garder le galérien jusqu'à temps qu'on soit prêt à le faire marcher jusqu'à la galère. Ça servait à garder le condamné à mort jusqu'à temps qu'on soit prêt à y trancher la tête. Donc, la prison sert à immobiliser des gens. Ça servait aussi à... Parce que les États étaient pas au-dessus de ça, là, à cette époque-là. Ça servait à garder des otages. Ces otages-là étaient... on gardait un otage d'un autre pays, par exemple. On demandait une rançon ou on demandait la libération d'un otage équivalent qui avait été pris dans ce pays-là. Donc, la prison, la cage, au sens de cage, où on empêche quelqu'un de bouger, ça existe depuis toujours. Mais ce que Foucault dit qui a été inventé, c'est la prison en tant que châtiment, en tant que tel. La privation de liberté, qui est censée être le châtiment. Vous faites 10 ans, mais c'est 10 ans de privation de liberté, c'est pas 10 ans de galère, c'est pas 10 ans de bagne à défricher la jungle. Vous êtes plus condamné à mort, vous êtes plus condamné à des tortures, vous êtes condamné à 10 ans. Cette peine-là, c'est super intéressant parce que dans ces 10 ans-là, on va vous avoir sous la main. On va être capable d'essayer de vous réformer et de vous refaire de vous un citoyen productif. Mais aussi, dans un monde ultra-rationnel où tout est calculé, vous vous souvenez, hein, la rationalité, le calcul, coût-bénéfice, etc., on peut doser les peines de façon absolument mathématique. 10 ans, c'est 2 fois plus long que 5. 5, c'est 2 fois plus que 2,5. Puis 2,5, c'est 2 fois plus que 1, 3 quarts, etc., etc., etc. Non, 1 quart. Pas trop fort en maths. L'idée, c'est que ici, on va pouvoir dissuader avec la peine juste bien dosée pour dissuader. Hein? Vous vous souvenez, hein? Pour dissuader, il faut pas aller trop loin. Si vous allez trop loin, vous dissuadez le vol de palette de chocolat par la pendaison, ben, vous allez encourager le voleur de palette de chocolat à tuer tous les témoins de son vol. Hein, parce que une fois qu'il va avoir tué tous les témoins, il sera pas passible d'une peine pire. Hein, il y a déjà la peine condamnée à mort. Donc, la logique
pour l'être humain rationnel, c'est de tuer les témoins. Ça prend un peu plus de temps, c'est un peu plus d'ouvrage de tuer des témoins, mais ça fait baisser beaucoup le risque que vous soyez condamné à quelque chose parce que personne de vivant va vous avoir vu. Et vous, ça vous coûte pas plus cher. Le risque final de sentence est pas plus élevé. Vous êtes quand même condamné à être pendu. Donc, il faut doser les choses. Le problème avec les peines comme le bang, la galère, c'est que, bon, on peut peut-être doser, peut-être vous donner 5 ans au lieu de 10 ans, sauf qu'on le sait qu'après 2 ans, vous allez être mort. Fait que en réalité, on dose pas du tout, c'est n'importe quoi. Doser les châtiments corporels. Bon, c'est sûr qu'on peut dire ça va être 50 coups de fouet au lieu de 100, mais à un moment donné, le gars il perd connaissance, c'est plus vraiment utile là, de continuer de fesser dessus. Donc, c'est pas vraiment aussi flexible. Tandis que la prison, c'est ultra flexible. Vous pouvez donner en minutes, des minutes de prison si vous voulez. Si vous voulez couper les cheveux en 4, vous pouvez donner des minutes de prison. Et donc, ça, c'est la peine. La prison a vraiment été inventée dans cette espèce d'époque-là de rationalité et de dosage qui sert à une dissuasion super calculée. Et donc, l'invention de la prison c'est pas surprenante dans ce contexte-là où on comprend l'être humain comme étant calculateur. Donc, c'est pour ça que Foucault dit, on arrive à une époque où on n'a quasiment pas le choix d'inventer la prison. C'est quasiment inventé toute seule, la prison, là. On est dans un contexte, on est dans un discours, hein. J'ai pas utilisé le mot discours beaucoup jusqu'à maintenant, là. Mais on a un discours au sujet de la société, de ce qui est efficace, de ce qu'est le criminel, qui est tellement déjà proche de la prison qu'on est presque obligé de l'inventer. Et on l'invente. Effectivement, la prison en 1820, peine privative de liberté comme étant en soi une peine. C'est pas juste quelque chose qu'on fait, on n'est pas juste en prison en attendant d'être vraiment puni par une amende ou par se faire trancher la tête. On est en prison et c'est ça, c'est cette présence-là en prison elle-même qui est la sanction pénale. La prison va être reconnue presque immédiatement après son invention. On va commencer à faire des enquêtes. Bon, est-ce que ça marche, cette affaire-là, ou pas? Parce que finalement, dans un gouvernement rationnel, on veut savoir si les opérations qu'on fait sont effectivement couronnées de succès ou pas. Et dans les premiers, Foucault dit dans les premiers rapports déjà sur le fonctionnement des institutions pénitentiaires, les investigateurs concluent en disant non, ça marche pas du tout. Ça ne dissuade personne. Ça sert d'école du crime. Les criminels se donnent des trucs les uns avec les autres. Ça sert d'endroit, ça sert de Facebook de l'époque où les gens peuvent se rencontrer, faire des nouveaux contacts, du beau petit réseautage social entre criminels. Une fois qu'ils sont sortis de là, ils se connaissent, ils ont pas seulement appris des trucs, mais ils ont appris qui est le meilleur pour faire telle chose, et donc ils peuvent se mettre en gang pour faire des choses de façon plus efficace, etc., 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 etc. Ces critiques-là de la prison continuent d'exister aujourd'hui. C'est-à-dire, si vous regardez, il y a constamment des rapports, pas tous les ans dans tous les pays, évidemment, mais il y a très souvent des rapports qui sortent sur le système carcéral dans tel ou tel pays, au Canada, entre autres, et qui arrivent à peu près aux mêmes conclusions. Non, on n'est pas capable, ça dissuade pas, on a une difficulté à réformer les gens, ils sont pas réformés, ils sortent de là, puis bon, ça donne rien. C'est-à-dire que on a nos meilleurs efforts, nos meilleurs programmes là-dedans pour les réformer, mais l'effet prison est tellement puissant qu'on arrive à peine à contrebalancer pour l'effet prison avec nos meilleurs super programmes psychosociaux. On arrive juste à ce que le gars il arrive pas pire qu'il était quand il est entré. Donc, vous avez un problème. Et pourtant, ça continue de durer. Et là, vous allez avoir l'explication de Foucault qui ressemble beaucoup à l'explication de Jeffrey Ryman. Pourquoi est-ce que ça continue de durer? Parce que c'est pratique. Les prisons, ça donne des résultats qui sont pas des résultats sur la criminalité, mais ça donne des résultats en détournant l'attention des illégalismes de la classe dominante. On se penche sur la petite criminalité qui donne lieu à des peines de prison. On en met partout dans les pages des médias. On a peur de sortir la nuit parce qu'on veut pas se faire agresser, etc., etc. Et pendant que toute notre attention est portée là-dessus, on porte beaucoup moins d'attention aux problèmes structurels, systémiques, etc., aux problèmes dans la distribution du pouvoir, des richesses, etc., dans notre société. Ça, je vous laisse le lire tout seul, je vous le réexplique pas. Ça devrait pas arriver comme une immense surprise parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, on a déjà vu à peu près, pas tout à fait, c'est pas tout à fait la même chose, mais à peu près une explication du genre quand on a vu ce bon vieux Ryman.
Pensez ensuite, après ça, à la fameuse société disciplinaire de Foucault, parce que ça en est une bonne. Foucault dit, à partir du moment où on a inventé la prison, on a commencé à réfléchir à comment est-ce qu'on fait finalement pour surveiller les gens. En prison, c'est très important de surveiller les gens, parce que vous voulez qu'ils se réforment. Donc, vous voulez qu'ils, pendant leur séjour à la prison, vous voulez qu'ils fassent effectivement les choses que vous les forcez à faire. Par exemple, s'il s'agit de réfléchir avec une Bible, il faut qu'ils le fassent. Donc, faut que vos gardes de prison soient en mesure de s'assurer que que les personnes qui sont en prison réfléchissent effectivement sur la Bible pendant le temps qu'ils sont supposés de le faire. Comment on fait ça? Une façon, c'est d'avoir un gardien de prison par prisonnier. Sauf que ça coûte un peu trop cher. On a plutôt un gardien de prison pour 100 prisonniers. Comment est-ce qu'un gardien de prison surveille 100 prisonniers à la fois? C'est compliqué, il faut réfléchir à ces choses-là. Bon, on va disposer les cellules de la prison tout autour du poste de garde. Le poste de garde va être dans le centre et vous allez avoir 100 cellules autour. Le gars, il est dans son poste de garde et il regarde les cellules. Il peut voir l'ensemble de l'intérieur de toutes les cellules à la fois. Super bon truc, sauf que Foucault dit, un instant, il y a comme un défaut là-dedans. C'est pas Foucault, en fait, c'est Bentham qui décrit son panopticon, la prison idéale. Et il dit, là, il y a quelque chose qui marche pas parce que un prisonnier dans le beigne des cellules peut très bien voir, lui, dans le bureau, dans le poste de garde, il peut voir le garde. Il peut voir quand le garde est allé à la toilette. Il peut voir quand le garde est en train de manger sa sandwich ou écouter la télévision ou lire un livre. Il peut voir quand le garde regarde complètement de l'autre côté. Il regarde à l'opposé dans l'autre cellule. Fait que lui, il n'est pas vu à ce moment-là. Donc Bentham dit, la solution, c'est simple, on va mettre des rideaux. Et le prisonnier ne pourra pas voir à l'intérieur du poste de garde. Donc, il ne peut pas savoir ce que le garde est en train de faire. Et l'homme rationnel, faut toujours que vous pensiez très solidement dans votre tête que ça se passe dans une définition de l'homme purement rationnel. On a un discours sur l'être humain purement rationnel ici. L'être humain purement rationnel, il doit se dire, puisqu'il est incapable maintenant de voir à quel moment il est surveillé et à quel moment il ne l'est pas, puisqu'il risque une sanction si on le prend à faire quelque chose qu'il n'est pas supposé de faire ou à ne pas faire quelque chose qu'il est supposé de faire, l'homme rationnel doit supposer qu'il est constamment sous surveillance. Même s'il sait dans sa tête que c'est humainement impossible. Il y a un garde là-dedans. Et ça se peut pas qu'il soit même pas là. Il est peut-être à la toilette maintenant. Mais je risque gros si je prends une chance qu'il n'est pas en train de me regarder. Il est peut-être en train de me regarder maintenant avec des jumelles, mais je le vois pas à cause des rideaux. Donc, je dois me comporter bien, de la façon qui est prescrite, parce que sinon, je risque trop. Donc, ça, c'est une idée de Bentham qui a vraiment inspiré Foucault à dire, en fait, au moment de l'invention de la prison, on est en train d'inventer la police également, et on est en train de procéder à des activités de surveillance de plus en plus élevées, et ça recommence, on fait ça sous la même logique. On fait ça sous une logique de dissuasion. On dit l'homme rationnel qui pense qu'il y a un risque qui est sous surveillance maintenant, pas juste le prisonnier, tout le monde dans la société. Si vous pensez que si vous êtes rationnel, il faut accepter cette prémisse-là qui est fausse. On sait déjà qu'elle est fausse. Mais à l'époque, on pensait qu'elle était vraie. Si vous êtes rationnel, vous êtes purement rationnel, vous allez être dissuadé par la possibilité de surveillance. Et donc, vous savez peut-être pas où la caméra est en train de regarder. Il y a peut-être un petit globe en verre fumé. Vous voyez pas la caméra là-dedans. La caméra est peut-être en train de vous voir, peut-être pas. Peut-être en train de regarder complètement ailleurs. Ou peut-être tellement en grand angle que vous êtes seulement une petite fourmi sur le terrain. Vous pouvez faire à peu près n'importe quoi ce que vous voulez. Mais peut-être qu'elle est au contraire zoomée en plein sur votre visage. Elle est en train de regarder exactement ce que vous faites. Puis la personne qui est en train de regarder le moniteur est en train de lire sur vos lèvres ce que vous êtes en train de faire. Donc, puisque vous devez en tant qu'être purement rationnel encore, puisque vous devez supposer que vos actions sont sous haute surveillance tout le temps, mais vous allez bien vous comporter tout le temps. C'est ce que Foucault appelle une société disciplinaire. C'est une société qui se comporte toujours bien. Pas parce qu'elle est effectivement sous surveillance, mais parce qu'elle croit être sous surveillance. Ça, c'est super important comme concept, parce qu'aujourd'hui encore, on opère beaucoup sous ces prémices-là
Je vais parler de caméras de surveillance, ça en est un exemple parfait. Il y a toutes sortes d'autres formes de surveillance sur Internet, etc., où vous n'êtes pas effectivement en train d'être surveillé, mais puisqu'il y a quand même un bon risque, en principe, vous devriez être dissuadé d'adopter certains comportements.